L'arrière-plan de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit une invitée très spéciale, Maïwan Bali. Elle a été adjointe pendant plus de 10 ans avant de faire le saut et devenir courtier immobilier. Alors aujourd'hui, elle va tout nous expliquer les dessous de l'adjointe du courtier immobilier, comment l'importance de cette personne-là durant une transaction, autant pour les vendeurs que les acheteurs. Alors, bienvenue Maïwan. Bonjour Christine. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours immobilier? Comment tu t'es arrivé ici? Puis où est-ce que tu t'en vas? Oui, ça fait 10 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai commencé à peu près en 2013 en tant qu'adjointe. Je connaissais rien du tout en immobilier, 0. Et ma mère était déjà dedans, donc j'ai suivi ses pas. Et puis, je suis tombée en amour avec le métier. Le fait que ce soit ambivalent, de pas toujours faire la même chose. Parce que je suis quelqu'un qui déteste la routine. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui stimule déjà de une. Et chaque jour, c'est vraiment différent. Donc, en étant adjointe, j'ai vraiment appris tout ce qui est derrière le courtier. Donc, tout ce qui est paperasse, administration. Ça m'a appris aussi un peu le terrain, ce qu'on voit pas forcément à l'école. Donc, c'est pas mal ça. En 10 ans, j'ai eu le temps d'en apprendre. Effectivement, puis tu parles d'un emploi qui n'est pas routinier, justement. Le monde pense que c'est toujours la même chose, mais on en apprend à tous les jours, hein, c'est incroyable. Effectivement, oui. Chaque transaction immobilière est différente. Donc, explique-nous, c'est quoi l'impact de l'adjointe immobilière dans le rôle d'une transaction immobilière? Qu'est-ce que ça peut apporter aux acheteurs et aux vendeurs? Alors, le rôle, on fait beaucoup de choses. C'est sûr que le premier contact, c'est le courtier. Et après ça, le courtier nous met en contact avec le client. Donc, en l'occurrence, au début, c'est plus avec les vendeurs qu'on travaille puisque c'est nous qui gérons les rendez-vous de prise de photos, la mise en ligne, les demandes de visite et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on est en contact constant avec le vendeur ou les locataires parce que des fois, il y a des locataires. Effectivement. Et au niveau des acheteurs, j'ai plus touché aux acheteurs quand je suis devenue courtier qu'en tant qu'adjointe. À part des fois, des acheteurs pouvaient appeler juste au bureau pour savoir comment ça fonctionnait pour acheter, s'ils avaient besoin de quelconque document avant de rencontrer un courtier. Donc dans ces cas-là, je pouvais plus ou moins les conseiller par rapport à tout ce que j'avais vu au niveau de la documentation. Mais sinon, j'ai toujours plus travaillé en tant qu'adjointe avec les vendeurs qu'avec les acheteurs. Donc, le rôle est très important au niveau du courtier inscripteur. Il y a besoin d'une adjointe, finalement. Effectivement. Une très bonne adjointe. À part un courtier qui débute, parce que quand tu débutes, je pense que tu as du temps pour le faire. Puis le moment où tu as une adjointe, c'est que tu as un bon roulement. Donc, ta carrière est en bonne condition, parce que je pense qu'un courtier qui peut être tout seul, mais au bout d'un moment, au bout d'un nombre de clients, tu as besoin d'avoir une adjointe. Parce que tu risques de perdre le fil. Donc, moi, ce que je trouvais qui est important, c'est que pendant que j'étais en rendez-vous, je suis en train de faire une évaluation, je parle avec un client, ça te permet d'être sur le terrain, de prendre le rendez-vous pour prendre des photos, si on reçoit une offre d'achat, de préparer toute la paperasse, la préparer pour que je puisse l'ouvrir, la voir. Donc, il y a plein de choses que tu fais en arrière-plan qui font en sorte que moi, j'arrive au bureau, toutes les choses sont prêtes, tout est organisé, donc ça me fait perdre moins de temps, dans le fond. Je garde mon temps précieux pour les clients, puis ça me permettait que tu puisses tout préparer les choses comme ça. C'est ça, ça permet au courtier effectivement d'avoir plus de temps sur la route ou en rencontre avec des clients, le fait d'avoir une adjointe derrière. Puis d'avoir une réponse aussi aux clients. Donc, un client qui veut me rejoindre là, puis je suis en rendez-vous, il peut pas me rejoindre, mais il peut peut-être t'appeler toi. Puis souvent, tu peux avoir la réponse. Donc, ils ont une réponse immédiate. Genre, ils ont une visite à 2h de l'après-midi. Le courtier se présente pas, il est pas là. Donc, puis moi, je suis en rendez-vous ailleurs. Donc, ça permettait aussi qu'il appelle au bureau. Tu dis, attendez, je vais vérifier si le courtier s'en vient, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'était un lien vraiment important en tant que personne qui était au bureau. Exact. C'est vrai que les vendeurs, ils se réfèrent beaucoup à leur courtier, parce que c'est normal, c'est en eux qu'ils ont misé toute leur confiance. Mais il y a l'adjointe en arrière du courtier qui peut les aider à tout moment. Parce que le courtier, oui, va finir par répondre à leurs questions, mais à quel moment de la journée, des fois, ils préfèrent être rassurés rapidement, avoir une réponse rapide. Donc, le fait d'avoir une adjointe, oui,
Ça aide à avoir une réponse plus rapide, effectivement. Là. Puis un autre des travails que l'adjointe fait, c'est de, mettons, on prend un condo à vendre, on a tous les états financiers, les choses, donc tout prendre ça, tout scanner ça, le mettre dans le dossier, que ça soit prêt pour les acheteurs aussi, c'est important. Puis ensuite, le courtier peut arriver, puis les lire, il prend connaissance de tout, mais au moins tout est monté, tout est organisé, donc ça simplifie la vie. Derrière tout bon courtier, d'après moi, il y a une très bonne adjointe ou c'est ça, sinon le pauvre. Non, c'est ça. La documentation, c'est important, effectivement, oui. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que, dans ta façon d'interagir avec les clients, depuis que tu es devenu courtier? Au début que je suis devenue courtier, je vais être honnête, j'avais un peu du mal à avoir confiance en moi. Pas dans le sens confiance en moi, mais en tant qu'adjointe, j'ai toujours été en relation avec courtier, acheteur, vendeur. Mais dans une certaine limite, il y avait des choses que je n'avais pas le droit de dire, même si j'avais plus ou moins l'information. Mais en tant que courtier, au début, ça m'a pris du temps avant de me dire, OK, là, tu peux te permettre de le dire, t'es courtier, tu peux y aller, là. Donc ça a changé. C'est sûr qu'au début, j'ai dû avoir un travail de confiance à faire parce que tu te dis, bon, tout repose sur moi, leur confiance repose sur moi. Si je me plante, ça plante la transaction de une. Et puis, je perds la confiance des clients. Tu peux perdre un réseau aussi parce que être courtier, c'est du bouche à oreille. Donc, c'est plus cet aspect-là. Puis le fait de ne plus faire du 9 à 5, assise sur ma chaise. Ça a changé ma vie. J'aime beaucoup aller en visite. Ce que j'adore le plus, c'est les inspections. Ouais. Parce que tu apprends beaucoup de choses. Ouais. Donc j'aime ça, être sur la route. C'est le travail ambivalent que je cherchais. Parce qu'avant d'être courtier, j'étais serveuse. Donc c'était quelque chose de stimulant aussi, qui me faisait bouger et qui n'était pas trop routinier non plus. Donc j'avais besoin d'être dans la continuité, de ne pas avoir de routine. Puis, par ma connaissance, c'est comme les gens pensent qu'un courtier immobilier, c'est un bon vendeur, mais moi, je pense qu'au contraire, c'est pas un vendeur, c'est plutôt quelqu'un qui est technique, qui sait négocier, qui sait analyser, qui sait aussi lire les gens. Quand est-ce qu'ils sont dans l'insécurité, de lire au travers quasiment leurs pensées. Je trouve que c'est encore plus important que quelqu'un qui est un bon vendeur. Pour moi, un bon vendeur va vendre n'importe quoi, n'importe qui. Moi, mon objectif, c'est pas ça. Je pense que dans la vie, il faut savoir vendre un produit au bon moment à la bonne personne puis que ça réponde à ses besoins. Et ça, c'est une analyse, ça prend une intelligence et une connaissance avec le temps de connaître les clients puis de voir comment ils sont prêts à aller de l'avant, c'est quoi leurs insécurités, les rassurer tout au long de la transaction. Donc, je trouve que ça, c'est des belles qualités. Et tu les avais comme adjointe, donc c'est pour ça que tu es devenue une très bonne courtier, selon moi, qui te connaît très bien. Une adjointe, elle peut souvent éviter beaucoup des catastrophes. Est-ce que tu aurais des exemples, quelque chose que tu t'es rendu compte, que ça a fait en sorte que tu as sauvé une transaction ou des transactions, parce que moi, je sais que tu en as sauvé beaucoup. Ton travail était très important, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu pourrais nous partager? C'est sûr qu'en 10 ans, j'en ai vu pas mal et j'ai pu éviter des situations. M'en souvenir par cœur, c'est difficile, mais oui, il y en a une récente, un petit peu avant les fêtes d'ailleurs, un problème avec un certificat de localisation. En fait, le notaire pensait qu'il y avait un problème avec le certificat de localisation, donc il a fallu retrouver l'ancien certificat, prouver au notaire que ça n'a pas changé et que les lois de Montréal, c'est comme ça, à savoir que la notaire, dans ce cas-ci, n'était pas une notaire de l'île de Montréal. Donc, les lois changeantes de ville en ville, d'arrondissement en arrondissement, des fois, le notaire ne peut pas avoir l'information. Donc, du coup, elle demandait donc une assurance titre et tout ça. Donc, ça a mis nos vendeurs dans une situation comme « mais pourquoi ?» Nous, quand on a acheté, tout était correct. Et là, quand on revend, sans avoir fait de modification quelconque, pourquoi rien n'est plus correct? Donc c'est sûr qu'il a fallu gérer tout ça dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, quand les arpenteurs sont en vacances. Donc il a fallu gérer tout ça en arrière. C'est sûr que je l'ai fait avec beaucoup de suivi avec le vendeur, parce que c'est eux qui ont besoin d'être assurés en premier. Nous, que la transaction soit décalée d'une journée ou pas, en tant que courtier, ça ne nous dérange pas. En tant que vendeur, ça te dérange un peu plus. Surtout que tu fais ton emploi du temps selon ça.
Donc ça, c'est une situation que j'ai gérée récemment, que j'ai fait en arrière pour éviter, pas une catastrophe, parce que la transaction aurait eu lieu quand même, mais qui a sauvé des frais à nos clients vendeurs, dans ce cas-ci, des frais surprises. C'est important, justement, chez le notaire, il y a beaucoup de gens, les gens pensent qu'on arrive chez le notaire, on fait juste signer, puis tout est beau. Puis souvent, les notaires, ils ouvrent le dossier très dernière minute, puis ils nous amènent des problèmes sur la table quand 2 jours avant de notarier, puis là, il faut tomber en mode solution, parce que là, eux autres, ils trouvent des choses, justement, certificat de localisation, de dire que le titre n'est pas correct. On a vu beaucoup de choses là, chez le notaire qui... Pouf, j'en ai vu une récemment, 24 heures avant la signature. Et puis, le vendeur, c'est déjà un processus stressant. Parce qu'il y a un attachement émotionnel à la vente d'une propriété, à part pour les investisseurs qui ont un rôle différent, mais qui ont moins de soucis, justement, par rapport à une transaction. Mais les vendeurs qui vendent leur propriété qu'ils ont habitée pendant X années, ont un attachement émotionnel. Donc pour eux, tout le processus, c'est beaucoup d'émotions, de rebondissements, de questionnements. Et là, quand on arrive si près du notaire, pour eux, c'est comme libération, le notaire, on va signer, c'est vendu. Ils vont avoir un petit peu de nostalgie quand ils vont faire leur carton, mais jusque-là, ça va. Puis là, tu leur arrives avec un problème 24 heures avant. Sauf qu'en plus, les notaires, j'adore les notaires, je n'ai rien contre les notaires, mais les notaires vont avoir tendance à utiliser leurs termes. Oui. Que nous, en tant que courtier, on va comprendre, mais que les vendeurs vont se dire « Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my God, bouton panique, 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 appel courtier, il répond pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne me répondez pas? Il y a une urgence. » Mais c'est que le notaire, idéalement, nous a aussi mis en copie de courriel. Donc nous, on est déjà en train de traiter le problème à l'interne. Mais oui, le plus souvent, les stress, les problèmes qu'on voit, c'est à la signature chez le notaire ou un petit peu avant. Ouais. Mais pendant les transactions, à part pour une inspection, le vendeur, il pense qu'il a une propriété speak and span. Mais on voit plus de... Oui, il y a des propriétés neuves, mais le plus souvent, dans le marché actuel, c'est des propriétés des années 50, des années 80 qui se vendent. Donc, c'est sûr qu'elles ont toutes des petits bobos que, en tant que propriétaire, tu ne vois pas forcément. De une, parce que c'est pas ton domaine. De deux, parce que toi, tu fais les rénovations nécessaires à l'interne. Mais une fissure, des trucs comme ça peut inquiéter un acheteur. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça devient compliqué au niveau de la transaction. Mais sinon, c'est pas mal. Ça, inspection, notaire, c'est là où il y a le plus de coquilles dans une transaction qui fait peur aux vendeurs, en fait, là. Puis, si on va dans l'inspection, c'est quoi tu vois qui fait le plus peur aux acheteurs que les vendeurs ne savent pas? Tu sais, moi, j'ai une idée, là, fait que tu me dirais, toi, c'est quoi ton point de vue? J'ai eu quelques inspections dernièrement, donc je sais que du point de vue d'un inspecteur, lui, dès qu'il voit que la fondation est en bon état, il a tendance à plus rassurer l'acheteur et dire que les petits points qui restent, c'est minime. Mais un acheteur, ça saute au plafond assez rapidement. Donc, n'importe quoi, ça le fait questionner. Une mise à la terre, c'est pas grand-chose, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais il va te dire, OK, c'est quoi une mise à la terre? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais pouvoir être assuré? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça peut être des petits mini-problèmes qui, pour un acheteur, sont pas rassurants. Pour ce qui est de la brique, des ventes de bœuf, des fissures, on le voit déjà, nous, avec notre œil de courtier, à la visite. Donc, c'est notre job à nous de le dire. Il y a déjà ça. Donc, l'inspecteur va t'en reparler. Ne sois pas inquiet. Il va plus te dire si, effectivement, il faudrait une inspection plus poussée de la maçonnerie ou autre. Mais visuellement, comme ça, on le sait qu'il y en a. Donc, t'achètes en conséquence de savoir qu'il y a ça. Puis, entre autres, tu parles des fondations. À date, je pense qu'en carrière, j'ai vendu 2 maisons qui n'avaient pas de fissures dans la fondation. Donc, les gens, je leur pose la question quand je remplis la déclaration du vendeur, avez-vous des fissures dans votre fondation? D'emblée, ils me répondent tous non. Puis après ça, avec l'inspection, ils ont 1, 2 fissures. Puis en plus, c'est que le béton, il casse dès le début.
En plus, ça cassait dans les années 50, là, souvent. Mais ils ne savent pas parce que l'eau ne rentre pas nécessairement. Mais pas parce qu'elle ne rentre pas qu'elle ne rentrera jamais. Ce sera une autre discussion sur les inspections. Ça serait intéressant de faire un podcast sur les inspections parce qu'on va en avoir long à dire. C'est drôle qu'on en parle de fissures parce que ce matin, justement, suite à une inspection, pas problématique, mais les vendeurs étaient super bien informés, ont super bien gardé toutes leurs factures et tout ça. Donc au dossier, on a une panoplie de factures. Mais le courtier m'a appelé pour me dire, écoute, il y a deux fissures dans la fondation suite à l'inspection. Mais on voit qu'elles ont été réparées. Mais par contre, dans le lot de factures que tu m'as envoyé, il n'y en a pas. Okay. Puis dans la déclaration du vendeur, il n'y avait pas mention de fissures. Donc des fois, c'est que le vendeur, il n'est pas au courant. Il n'a pas porté attention, comme tu le dis. Ou bien, c'était l'ancien propriétaire dans ce cas-ci qui les a fait réparer. Et pour eux, du coup, c'est déjà... C'est oublié, c'est ça, ils pensent plus. Exact, c'est ça. Quand un vendeur choisit un courtier immobilier, il va signer un contrat d'exclusivité avec lui. Est-ce que tu aurais des conseils pour choisir un courtier de qualité qui va éviter d'avoir une transaction désastreuse, qui va avoir une belle expérience? Oui, alors, peut-être que beaucoup de courtiers ne m'aimeront pas avec cette réponse. Mais je pense que c'est important d'en rencontrer au moins deux. Au moins deux. Pas forcément pour voir les différentes stratégies de chacun, parce que le courtier va toujours être meilleur que l'autre, okay, à ses yeux, à lui, parce que tu te vends. Donc, ce qui est normal, tu essayes de te vendre le mieux que tu peux. Mais c'est important d'en rencontrer deux. Pourquoi? Parce que c'est pas le produit que tu achètes en tant que vendeur, on va dire comme ça, parce qu'à quelque part, il y a un service qui est payé, mais le feeling, la fluidité entre les deux personnes. Parce que tu peux très bien t'asseoir, avoir un marketing, mais pas juste le marketing, mais un service offert de feu, puis tu es assis avec le vendeur et il y a un gros blanc. C'est malaisant. Il y a pas de connexion. C'est vraiment malaisant d'être à côté. Mais autant une partie que l'autre, tu n'as pas le goût de travailler. Tu sais, je veux dire, ça va toujours être malaisant comme situation. Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué avec les vendeurs. Surtout un dernièrement que j'ai rencontré. Il interviewait deux courtiers. Et il est allé de l'avant avec nous. Pourquoi? Parce qu'il a aimé notre côté famille, des trucs comme ça. Tu sais, je veux dire... Et quelqu'un d'autre aurait pu choisir l'autre courtier parce que il aurait plus aimé le courtier que justement c'est très strict, professionnel et tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, y aller au feeling plutôt que d'y aller au service, au prix de la commission. C'est sûr que le prix de la commission, ça joue toujours. Parce que un vendeur veut plus d'argent dans ses poches. Mais je pense que c'est vraiment important en tant que vendeur de choisir quelqu'un avec qui tu as une bonne connexion, avec qui tu es à l'aise de discuter, que tu n'as pas l'impression que tu es là pour te faire taper sur les doigts, te dire tu dois faire ci comme ça, faire ça comme ça, dicter. Je trouve que ce que tu dis est super pertinent parce que c'est vrai, souvent, moi, je le sens à la table avec les gens, il faut que j'ai une connexion, puis souvent, je vais leur dire, quand vous allez appeler au bureau, vous allez parler avec mon adjoint, il faut que la personne, je sais que j'ai choisi les gens autour de moi, me ressemblent, donc je sais qu'il va y avoir une continuation dans l'agence sur le même état d'âme. Je te dirais par contre, où je suis au niveau du marketing, je trouve que beaucoup de gens vont dire qu'ils font un grand marketing et tout, mais que dans le fond, ils n'en font pas. Je pense qu'il faut quand même que les gens vérifient parce que moi, souvent, je me suis fait dire « Ah, je fais la même chose que Christine. » Puis quand on regarde, nous, on compare, puis ils font zéro. Là-dessus, je trouve ça un petit peu déplorable parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui se disent qu'ils font autant que moi, puis c'est faux. Puis les gens ne vont pas vérifier. Fait que c'est pour ça que nous, on aime ça envoyer une vidéo puis de montrer aux gens tout ce qu'on fait de différent. Parce que ce qui va faire vendre en bout de ligne, c'est pas ma personnalité, mais c'est mon travail de marketing pour faire voir la propriété. Puis après ça, il va avoir tout le travail, le bon suivi de la transaction, d'être proche du client puis d'être bon négociateur aussi. Mais je pense que les deux sont importants, mais je pense qu'il ne faut pas juste s'arrêter au service offert. Exact, exact. Tu as tout à fait raison. D'aller chercher avec la connexion. Avec ton expérience, quelles seraient les erreurs les plus fréquentes que tu vois que les acheteurs, les vendeurs font? T'en as-tu une idée, là, quelque chose? Les acheteurs, je dirais que c'est « OK, un matin, on se lève, on veut acheter une propriété. »
et go, j'appelle le courtier. Oui, bonjour, je suis intéressée à visiter. Ok. Première étape pour un acheteur, préqualifiez-vous parce que vous risquez d'être déçu. Vous allez aller viser un produit qui vous vous fiez aux photos parce que vous êtes tombé en amour avec la maison en tant que telle, la propriété. Le quartier aussi, parce que bon, je sais que les acheteurs choisissent toujours leur quartier tout de même, mais c'est super important de se préqualifier parce que tu vas aller visiter une maison sans précal et là tu vas te dire ah ben je passe même pas à la banque alors que tu es super tombé en amour avec la propriété. Donc tu vas vivre une méga déception et là tu vas te dire bah, non laisse faire, je vais plus acheter. Alors que oui tu peux acheter mais jusqu'à X montant. Parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses, les frais de condo quand c'est une copropriété, les taxes de bienvenue. Donc c'est ça que les acheteurs font comme erreur la plus fréquente. Et puis, deuxième erreur la plus fréquente des acheteurs, c'est de ne pas trop suivre nos conseils au moment de faire une offre d'achat et qu'on soit en offre multiple. Ils vont nous dire, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, tu leur dis, et là ils te disent, ouais, mais tu sais, non, je vois pas ça comme ça. Nous, on voyait plus ça comme ça. Exact, c'est ça. Ma maman m'a dit ça, puis là, finalement, on va faire... Oui, c'est ça, exact. Donc, du coup, je pense que c'est ça la deuxième erreur qu'ils font. Parce que ça m'est déjà arrivé de perdre 2 offres d'achat parce que l'acheteur, ben, il voulait y aller avec ce qui ressemble. C'est correct aussi parce que faut que tu sois à l'aise avec la décision que tu prends. C'est pas un pain au chocolat que tu achètes, c'est une propriété, c'est le plus gros investissement dans une vie. Donc c'est important que l'acheteur se sente bien avec sa décision, mais en tant que courtier, on est là aussi pour vous conseiller. Si on vous dit allez un peu plus haut, ou bien non, laissez faire, c'est trop haut, ça vaut pas la peine, on a l'expérience, on envoie tous les jours des transactions immobilières. C'est pas comme si on envoyait une par année, c'est tous les jours. Que ce soit nous, des collègues, on en a pas. Tu sais, quand tu es courtier immobilier, tu manges immobilier, tu dors immobilier. Il n'y a pas un endroit où tu passes, tu parles pas d'immobilier. Exact, c'est ça. Donc, c'est. Ouais, non, ça, c'est les erreurs des acheteurs, je pense, le plus. Si je résumerais l'erreur des acheteurs, je te dirais, souvent l'acheteur ne réalise pas que, mettons, on fait semblant que la propriété demande 500 000, sont en offre multiple, finalement, ça se vend 515. Nous, on leur a souvent suggéré d'aller jusqu'à 515, 520. De toute façon, quand tu la gagnes, l'offre, tu deviens le dernier vendu le plus cher. Donc, tu deviens le nouveau prix plancher. Fait que si toi, tu ne l'as pas donné cette fois-ci, la prochaine transaction d'après risque d'être encore plus haute. Au lieu d'être 515, 520, elle va être 525. Alors, à chaque fois, ça monte. Fait que tu manques ton coût. Fait que là, tu attends 2 mois avant de retrouver, faire le deuil de cette propriété-là, retomber en amour avec une autre maison, prendre le temps. Et là, tu vas payer un 5, peut-être 10 000 de plus. Parce que lui, il dit hey, le dernier prix plancher, c'était l'autre, celle que tu as manqué. Donc, il veut le plus cher. C'est pour ça que c'est important d'être le premier à avoir l'offre multiple et non d'attendre 6 mois. Et là, ça vient te faire escalader. Effectivement. En résumé, là, c'est comme un petit conseil, je trouve, qui est important. Non, c'est vrai. C'est important parce qu'après, même si tu te dis, bon, regarde, le marché est trop difficile, on va laisser une année passer. Les prix, ils augmentent. Exact. Ça arrive des fois en tant que vendeur. Ça, c'est une erreur des vendeurs, d'ailleurs. Justement, au moment de leur achat, ils ont peut-être été mal conseillés. Ou bien, bon, là, on a eu l'épisode Covid qui a fait en sorte que des prix de fou pour les propriétés. Et on en voit aujourd'hui, malheureusement, c'est triste à dire, mais des vendeurs qui perdent de l'argent parce que leur propriété ne valait pas le prix qu'ils l'ont acheté. C'est triste à dire. Après, ça, c'est une période de la vie. Là. Ça a été une exception. Mais là, on tombe dans tous les renouvellements d'hypothèques et tout ça. Donc, c'est là qu'il y a le plus de changements pour les vendeurs. Donc, je dirais que pour les vendeurs, c'est l'erreur qu'ils ont fait quand ils ont été acheteurs, eux, de leur côté. Mais en fait, c'est une erreur. C'est pas une erreur parce que tout le monde a fait la même chose. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est difficile. Et du coup, pour les vendeurs, on est dans un marché où
ils perdent un peu d'argent des fois dans certaines transactions. Je pense que là, on s'en vient, ça reprend pas mal. J'ai regardé les statistiques 2021, que tu sais, ça avait monté, oups, ça avait descendu, puis là, ça a remonté. Puis je te dirais qu'on vient d'à peine dépasser, là. On vient tout juste, je pense qu'on devrait être pas pire, à part si quelqu'un a trop rénové. Trop d'investissement. Ouais. Fait que l'erreur pour les vendeurs, à part celle-là, t'en as-tu un autre? Et donc, une erreur des vendeurs, encore une fois, c'est un peu pareil que les acheteurs, sauf que eux, c'est sous un angle différent, c'est qu'ils ont un attachement émotionnel à leur propriété. Donc, en tant que courtier, on les conseille, différemment que les acheteurs, mais on les conseille toujours. Puis, eux, ils sont encore plus bornés que les acheteurs parfois, parce que justement, ils ont un sentiment différent par rapport à leur propriété. Ils sont attachés. Et ils sont très attachés. Donc, ils vont suivre les conseils du courtier, mais des fois, vont essayer de passer à côté. Et du coup, c'est là qu'il va y avoir des erreurs. Une maison mal préparée pour la prise de photos. Parce que, oui, même si les photos et la vision de la maison en vrai est différente, c'est important. Parce que c'est le premier contact des acheteurs d'aller voir les photos. Donc, c'est très important d'avoir une bonne mise en marché. Je pense que les vendeurs, des fois, ils sont un peu trop gourmands. Donc, on va avoir une offre dès le départ, pas au prix qu'ils espèrent, mais avec laquelle on pourrait un peu jouer, travailler. Mais non, oh non, ça fait pas assez longtemps, moi je veux attendre. Et du coup, ils se retrouvent plusieurs mois sur le marché, et puis ils nous le disent pas, mais on le sait que dans le fond, à un moment donné, ils se disent, on aurait dû l'accepter ou essayer de travailler avec ces acheteurs-là. Parce que j'ai vécu ça il y a pas longtemps. Le même courtier a fait 3 fois une offre sur la même propriété. Et puis, j'ai fini par travailler puis la faire accepter. Mais c'est ça. C'est qu'il ne faut pas manquer sa chance souvent en tant que vendeur. La offre est la meilleure. Exact. Très, très souvent. Après, il y en a que c'est très ridicule. On s'entend que... Ça, c'est une autre histoire. Mais une bonne offre, dès le début, souvent la première, c'est la meilleure. Même si le prix qu'il t'offre ne vaut pas la peine d'être accepté dès le début ou bien ça te chicote un peu, vaut mieux essayer de travailler avec l'acheteur que tu as présentement sur la table que de te dire bah non, c'est sûr on va en avoir d'autres, puis tu te retrouves finalement 6 mois plus tard sur le marché et là du coup les acheteurs te disent bon ça fait 6 mois que tu es sur le marché, tu n'es toujours pas vendu, c'est peut-être que tu es trop cher, donc ils vont essayer de renégocier encore plus à la baisse. Fait que ça c'est une erreur. J'aime pas dire erreur parce que c'est pas vraiment une erreur, mais c'est un petit problème du côté des vendeurs qui des fois leur fait perdre de l'argent et du temps. Puis je dirais que les vendeurs souvent, très très souvent, surestiment leur maison. Donc le voisin tout rénové, eux, depuis mettons 2 ans, 3 ans, puis eux, ils ont été rénovés il y a 20 ans, puis ils vont me dire, mais moi aussi, tout rénové, c'est pareil, mais c'est il y a 20 ans. La cuisine, les salles de bain, les planchers, tout a une usure. Et aussi, et puis au dernier cri. L'autre maison à côté, elle a été rénovée il y a 2 ou 3 ans, dernier cri, et eux veulent le même montant. Fait que souvent, je le vois ça, puis les gens ne réalisent pas que les rénovations aussi ont une importance, la qualité des matériaux qu'ils mettent, et ça fait combien d'années. Il y a un petit monsieur, une fois, il m'a dit, il y avait un four des années, je pense 70, jaune. Puis il me disait, c'est tellement les meilleurs fours, ça, Madame Gauthier, ça vaut de l'or. Puis là, j'étais comme désemparée. J'avais comment pas y dire que ça vaut plus rien, ça, aujourd'hui. Même bientôt, ça va peut-être valoir de l'argent parce que ça va être une antiquité. Mais il me disait que c'était le summum et la meilleure qualité, puis qu'il avait payé une fortune pour ça, mais on parle de 40 ans. Alors, c'est extraordinaire de voir comment la perception des gens, puis ça va avec les générations, je dirais aussi, avec l'âge des gens. Je pense que les gens le perçoivent pas comme... Ils perçoivent leur rénovation d'il y a 20 ans comme si c'était hier. Et puis pour eux, c'est plus beau même que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, oui, c'est ça. Question de goût. C'est ce que j'aime dans l'immobilier, c'est la diversité. Rencontrer tout type de personnes, différents styles, parce qu'on s'entend que les styles des années 50 aux années 80 déjà c'est différent, mais en 2025 ça l'est encore plus. Oui, donc, mais des fois c'est beau, il y en a qui ont une propriété très vintage, mais qu'elle va faire fureur sur le marché parce que l'entretien de la propriété c'est très 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 important en tant que vendeur. C'est important de
d'entretenir sa propriété, de faire les réparations nécessaires au moment nécessaire, d'essayer de suivre la tendance de la mode. Pas toujours, tu peux garder ce côté vintage tout en le modernisant un tout petit peu pour que quand tu veux revendre, bah, tu sois plus ou moins au goût du jour. Parce que plus le temps avance, plus les acheteurs cherchent des clés en main. Ouais. Ce qui n'existe pas beaucoup parce que une propriété, il y a toujours quelque chose à faire avec. Toujours. Même les propriétés neuves. Parce qu'il va y avoir des petites finitions, la peinture. Parce que quand tu rentres dans ta nouvelle propriété, je pense que souvent tu veux refaire la peinture. Par la peinture à quasiment des sous-vêtements. Je trouve que c'est personnel. Oui. Rentrer chez quelqu'un, puis tu as toute une peinture, puis enlève les cadres, tout est... Bien, je trouve que c'est comme, j'emprunterais pas les sous-vêtements à quelqu'un, ben j'aime pas rentrer dans la peinture de quelqu'un d'autre. Non, c'est la personnalisation. C'est comme intime. C'est là que tu personnalises, tu commences. Tu peux ne rien faire d'autre, les armoires de cuisine, salle de bain, tu laisses tout ça là en place, tu laves tout comme il faut. Mais la peinture, je trouve que c'est la base pour moi qui devrait être fait. À part si la personne a fait sa peinture juste avant de déménager, là, je te dirais que j'ai pas de problème avec ça. Mais il faudrait que ce soit tout en blanc. Pour que toi, derrière, tu puisses personnaliser. Ouais. Je pense, oui. Ah ouais. Maïwan, qu'est-ce que tu recommanderais aux vendeurs avant la mise en marché? Donc, avant de prendre des photos, ce serait quoi tes petits conseils de ce que tu vois le plus d'erreurs? Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux gens de ne pas faire ou faire, justement, parce que souvent, les gens sont un petit peu embêtés, puis ils vivent dans leur maison, puis ils ne voient plus ce qui se passe. Oui, c'est normal. Il faudrait un œil extérieur. Comme dans toute chose où on est impliqué, c'est toujours mieux d'avoir un avis extérieur. Un gros ménage aussi, c'est important. Parce que en tant qu'acheteur, tu rentres dans une maison propre, et là, tu te dis, waouh, ils ont soigné leur maison, ils sont motivés à la vendre. Donc, ça te donne le goût de continuer la visite, d'en savoir un peu plus sur la propriété et tout ça. Un bon truc aussi, que tu m'as donné il y a quelque temps, c'est de venir avec un ami, ou pas un membre de la famille, je dirais plus un ami par exemple, parce qu'un membre de la famille saura pas trop saura le même œil que toi à vrai dire. Donc un ami, faire le tour qui fasse le tour de la propriété sans que tu le suives, et qui te fasse ses commentaires comme si c'était un acheteur. Attention aux amis, faites pas des commentaires trop négligents, vous risquez de perdre votre amitié. Mais au moins de faire le tour, comme un acheteur, et dire ce qui l'améliorerait, lui, en tant qu'acheteur dans la maison. Si vous avez des finitions à faire, les faire aussi, idéalement, avant la mise en marché, parce que il y a beaucoup d'acheteurs qui regardent ça. Une plainte mal installée, un cadre de porte mal posé, une poignée de porte mal posée, des fils électriques qui pendent. C'est des petits détails, ça coûte pas cher à faire, et puis c'est important. Parce que la première impression, dès qu'on met le premier pied dans la maison, c'est là où tout se joue. Bon, après, c'est sûr, il y a des caractéristiques qui ne correspondent pas à tous les acheteurs, certes, mais c'est très important de bien préparer sa maison. Ménage, idéalement la dépersonnaliser aussi. Si vous avez des magnets sur le frigo, des photos personnelles accrochées sur les murs et tout ça, le but, c'est que votre maison montre qu'elle est habitée, soignée, mais qu'un acheteur soit capable de se visualiser dedans. C'est très très important là, que l'acheteur puisse s'imaginer dedans, se dire « Oh, mon canapé il irait bien là » ou la télé ici, des trucs comme ça. C'est vraiment très important. Fait que ça, c'est l'un des plus gros conseils que je donnerais aux vendeurs avant même la prise de photo. Là, on ne parle pas juste de la mise en marché. Je te dirais, moi, souvent, je vais dire aux gens, c'est comme tomber en amour, c'est-à-dire aller sur un rendez-vous galant. Je vais me mettre sur mon 36. Je vais prendre ma douche. Je vais me mettre des beaux vêtements propres, bien repassés. Je vais me parfumer, puis je vais me maquiller, puis me coiffer. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut faire avec sa maison. Tu sais, ce que tu disais, de dépersonnaliser, désembourber, nettoyer en profondeur. On aime ça quand on rentre dans la maison, ça sent bon. Si ça sent un chien mouillé, il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis qui vont rentrer, puis vont tout de suite comme... Ou la cigarette, trop fort, ben là... Ou la litière à chat.
Litière à chat. La litière à chat, moi, en tant que courtier, je le sens tout de suite. Ouais. C'est pire que même l'odeur d'un chien mouillé, pour être honnête. Très important, vous avez un chat. Idéalement, vous assurez que la litière à chat soit faite à chaque fois qu'il y a des visites, ou bien d'acheter une litière qui se ferme, parce que c'est pas très beau de voir le bac à litière ouverte avec 2-3 caca qui traînent. Je parle par expérience. Mais c'est vrai, c'est tous des petits détails comme ça, parce que si l'acheteur, quand il se promène dans la maison, il s'attarde les yeux, il reste pris là sur la litière, il regarde même plus ce qui se passe, puis il se voit même plus vivre. Puis une autre chose aussi, je trouve que les gens ont plus la même vision de se voir dans le temps. Puis il y a une étude qui a été faite là-dessus. Dans le temps, les acheteurs avaient mieux, ils regardaient un plan, ils regardaient une maison, ils se visualisaient. Puis là, avec Pinterest et tout ce qui est propulsé sur Internet, les jeunes ont plus de difficultés à se voir autrement. Fait que là, ils arrivent dans un enfer tout embourbé, bien, ils sont pas capables de se visualiser. Fait que si on désencombre, bien, ça permet plus aux jeunes de se voir sur place. Donc ça, c'est important. Puis en parlant d'animaux, autre chose pour vous préparer, si vous avez des animaux qui ont un petit peu abîmé les chaises de cuisine, le divan ou même les planchers, idéalement, ce serait d'acheter un petit recouvre-chaise pour la chaise, des trucs comme ça, des petits détails, parce que les acheteurs vont se dire, bon, ouais, ici, l'animal, il a fait pas mal de dégâts, donc ça les rassure pas, alors que ça peut être juste superficiel, puis juste visuel, il n'y a pas plus de dégâts que ça, mais un acheteur, il va se questionner sur l'entretien du reste de la maison. Effectivement. Les gens ont peur d'investir sur partir. Ils se disent tout, je vais repartir en neuf avec des nouveaux meubles à l'autre place. Je vais investir sur la peinture à l'autre place. Je vais mettre l'autre place. Ils se visualisent ailleurs, tout beau. Mais ils oublient de penser qu'il faut mettre ça beau pour attirer les acheteurs. Et c'est ça qui fait la différence entre avoir le gros prix ou pas. Si les acheteurs vont tomber en amour, vont être capables de se visualiser. Donc, il faut présenter quelque chose de joli. Puis des fois, je trouve ça drôle justement parce que un vendeur va vendre peut-être parfois pour acheter quelque chose plus petit ou plus grand selon les besoins. Puis, ils vont être contents d'aller visiter une propriété qui est super belle, propre, bien entretenue, mais chez eux, ils font pas attention. Je pense que c'est pas qu'ils veulent pas bien faire, c'est juste qu'ils sont focus sur d'autres détails, comme qu'est-ce qu'il faudrait fournir comme document, qu'est-ce que je vais acheter, où je vais m'en aller, est-ce que je peux investir comme ça, donc je pense qu'ils focusent sur d'autres choses, mais oublient ce qui est le plus important, leur propriété. Ils sont plus motivés à investir leur temps sur leur propriété. Tu as tout à fait raison. Donc, si on vient à nos vendeurs, encore une fois, et qu'est-ce qu'ils ont besoin de préparer, puis quand est-ce qu'ils ont besoin de préparer tout document, tout ce qui est administratif, autant dans une unifamiliale que dans un condo, un plex. Comment tu pourrais leur expliquer ça à nos auditeurs? Idéalement, ce que je conseille, c'est de automatiquement que tu achètes une propriété, de te faire un dossier. Je sais que tout est électronique maintenant, mais je vais rester un peu vieux jeu puis tout avoir une copie papier. Parce que si demain ton ordinateur il crash, tu perds tout, t'as l'air beau, tiens. Tu vas être pas bien. Donc le mieux c'est de toujours garder au fur et à mesure. Tu répares une fissure, tu gardes. Tu répares le bain, tu gardes une facture. Toujours garder au fur et à mesure. Tu achètes la maison, tu as un acte de vente, tu as un acte de prêt. Le notaire l'envoie par courriel maintenant et aussi une copie papier. Donc, toujours te garder ça. Tu as un certificat de localisation au moment de ton achat, tu le mets de côté. C'est sûr qu'un certificat, c'est valide seulement 10 ans. Donc, ça va être important de s'assurer en tant que vendeur que ton certificat soit valide. S'il n'est pas valide, ton courtier va pouvoir te référer vers un arpenteur pour te faire un nouveau certificat. Dans l'occurrence, nous, on travaille avec un super bon arpenteur. Alors, on peut leur faire un petit clin d'œil, ils sont géniaux. Donc, le certificat, pour les condos, très important, les états financiers, les procès-verbaux et vous assurez maintenant avec la nouvelle loi d'avoir une étude de fonds de prévoyance et tout ça parce que les acheteurs de condos s'y connaissent bien plus qu'on le pense. Donc, ils sont très au courant des lois. Donc, ils vont toujours demander l'étude du fonds de prévoyance. J'ai déjà travaillé avec une cliente qui cherchait un condo et qui me disait, il n'y a pas d'étude de fonds de prévoyance, laisse faire, on va pas visiter.
Alors que des fois, ils sont en cours de le faire parce que la loi a changé il n'y a pas très longtemps. Mais ça peut vraiment faire peur à un acheteur. Puis une copropriété mal gérée, en tant qu'acheteur, tu veux pas habiter là. Parce que c'est comme si tu achètes un plex avec des locataires qui ne payent pas leur loyer. Ça revient avec... Tu vas avoir des problèmes. Puis je pense que tu ne veux pas t'embarquer dans des problèmes dès le début. Donc c'est vraiment important d'avoir toute la documentation nécessaire. Si un vendeur n'est pas sûr, qu'il appelle le courtier. Même s'il n'a pas de courtier, il peut appeler n'importe quelle agence pour avoir l'information. Le courtier va lui donner avec plaisir. Donc vraiment, même une adjointe peut répondre. Donc si un courtier n'est pas disponible, une secrétaire, tu appelles, tu tombes sur la secrétaire généralement. Donc la secrétaire peut répondre en disant que tac, idéalement. Elle peut transférer les documents. Oui, en général, toutes les agences ont une liste de documents requis. Je pense que c'est même obligatoire par l'OASTIC d'avoir ça. Donc c'est vraiment important de bien se préparer au niveau des papiers. C'est sûr qu'un acte de vente, un acte de prêt, tu n'en auras pas besoin pour l'acheteur tout de suite. Mais si tu te dis seulement la veille du notaire, ah, je les ai mis où? Ben, là, tu vas avoir un problème parce que le notaire veut tes titres. Ouais. Ça va l'aider. Donc, c'est vraiment important d'être prêt. Je pense qu'au moment où on se pose la question de est-ce que je vais vendre la maison, même si tu n'es pas sûr, dis-toi, bon, est-ce que j'ai les papiers qu'il me faut déjà pour commencer? Et puis là, je pense que après ça, bah, tu rencontres ton courtier et ce qui suit. Mais oui, dès que vous avez un petit moment où vous pensez à peut-être vendre la propriété, regardez si vous avez tout et surtout tout conserver au fur et à mesure des années. Je trouve que c'est d'excellents conseils parce que je vois trop souvent des gens qui me disent « Ah ben moi j'ai tout jeté, j'ai tout jeté, c'est pas un problème. » Des gens qui jettent tout au fur et à mesure. Et il y en a d'autres qui gardent tout, mais qu'ils me gardent ça tout éparpillé partout, donc c'est pas mieux organisé. Puis ce que j'ai vu d'extraordinaire, c'est des personnes qui ont justement une filière. Tout est bien classé dedans. Puis pour les plex, souvent les gens... je leur fais référence, ils ont mis ça dans leurs impôts, fait qu'ils ont juste à retourner dans les impôts et ils mettent leurs déductions, leurs factures là-dedans. Fait que ça aussi, souvent, ont tendance à aller là. Mais je pense que les gens, dès le début, s'ils se font une belle petite filière, puis ils mettent tout, comme tu dis, c'est un bon conseil de tout imprimer, les avoir papier, parce qu'on ne sait pas, avec l'informatique, comme tu dis, des fois, on perd nos informations. C'est bien triste parce que ça fait un beau suivi, puis ça fait, c'est très important. C'est tous des documents nécessaires. L'entente de copropriété, il faut la donner l'original. Donc, sinon, il y a des frais sur ça. Et la même chose avec le certificat de localisation. Puis les PV, tous nos procès-verbaux des copropriétés. Bien, si les gens qui jettent ça au fur et à mesure, bien, c'est parce que l'acheteur a besoin d'être rassuré puis de voir comment c'est géré. Puis sinon, ça, on peut s'informer puis aller chercher au conseil, mais quand même, quand vous les avez, c'est une bonne chose. Puis savoir ce qui se passe dans votre copropriété. C'est important. Un autre conseil que je pourrais donner en parlant des documents, ça m'a fait penser à ça. Au niveau des factures. Alors, je sais qu'on veut toujours sauver des frais quand on fait une réparation, mais je vous conseille fortement de le faire avec des vrais, un vrai plombier, un vrai électricien. Essayez de ne pas trop le faire par vous-même ou d'engager votre cousin parce qu'il sait le faire. Déjà, de une, ça vous apporte une garantie du bon travail. Et de deux, vous avez des preuves du travail qui a été fait. Donc, pour l'acheteur, il se dit « Waouh !» Ouais, eux, ils ont bien entretenu leur propriété. C'est vraiment un plus. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne de toujours prendre des personnes spécialisées dans les plusieurs domaines. Là. Tout à fait raison. Il y a beaucoup de gens qui font ça eux-mêmes, puis qui regardent sur YouTube la vidéo, puis que là, ils le font, puis que là, ça coule partout, puis non, malheureusement. Les matériaux coûtent cher, la main-d'œuvre coûte cher et tout ça. Donc, les gens veulent sauver des frais, ce que je peux comprendre d'un côté, mais quand on revend la propriété, c'est là qu'on se dit... Ça prouve que le travail a été fait par les bonnes personnes, que les risques sont minimes pour qu'il y ait un problème après que le travail soit fait, quoi. D'ailleurs, ça me rappelle que souvent, des gens me disent « Ah, moi, je peux pas être propriétaire, je peux pas acheter un plex, je suis pas assez manuel, je peux pas faire les choses moi-même. » Puis je leur dis souvent, c'est « Moi non plus, je peux rien faire manuellement, je suis pas... ma force n'est pas, pas là-dedans. Mais je sais engager des bons travailleurs parce que des bons professionnels vont faire en sorte que mes travaux vont être bien faits, je vais avoir des garanties, mais je n'ai pas touché à moi-même à la plomberie, mais je vais vérifier qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme soumission, puis je vais me dire, OK, ça a de l'allure, puis oui, j'engage telle personne, et ce qui fait en sorte qu'on peut être propriétaire sans être manuel, et même, c'est même mieux, selon moi.
Et suite à ça, ce que je donnerais aussi comme petit conseil aux acheteurs, c'est on a une précale, on a un montant maximal de préautorisation. Ouais. Je n'irai pas toujours. En fait, l'idéal, c'est de ne pas aller au plafond maximum, de se garder toujours une petite marge pour faire des rénovations nécessaires. Exact. Pouvoir avoir des sous de côté et se dire, bon, là, il y a un problème avec l'électricité. Bah, c'est correct, j'ai un petit peu de sous de côté, je vais faire venir l'électricien. Parce que sinon, le problème va traîner, peut s'aggraver, ou bien tu vas te retrouver à le faire toi-même et du coup, pas garantir le bon travail derrière. Je dis pas que vous n'êtes pas bons, hein, les clients. Mais ça peut apporter plus. Du coup, tu peux te retrouver avec le problème plus gros que ce que c'était et du coup, ça va t'engendrer des plus gros frais. Puis, de toute façon, je pense que les gens, je trouve ça triste quand je vois quelqu'un qui vend parce qu'ils n'arrivent pas financièrement. Ils ont acheté leur maison, ils ont fait un budget, mais ils ont été squeezés au maximum de ce que la banque disait. Là, ils sont comme ça. Ils sont plus capables de voyager, ils sont plus capables de se nourrir, ils sont plus capables d'acheter, de faire réparer la voiture. Oups, il y a un bris dans la maison, ils sont pas capables de le faire réparer parce qu'ils sont trop hypothéqués partout. Et ça, je trouve ça triste parce que là, ils m'appellent et ils disent « OK, il faut vendre parce qu'on n'arrive pas ». Alors, ils ont été mal conseillés. Fait que je pense que c'est important pour un acheteur de ne pas aller au maximum, mais de se garder une petite gêne puis de se garder de l'argent pour d'autres choses puis les imprévus dans la vie. Oui. Bon conseil, Maïwa. Donc, dans les documents mal remplis, est-ce que tu as déjà vu ça, tu sais, une déclaration mal remplie, un procès-verbal ou des... Tu sais, quels seraient les documents, tu vois, que les gens ont mal remplis et qu'est-ce qui peut avoir un impact pour une transaction, finalement? Mal rempli au niveau des documents de copropriété, tout ça, j'en ai rarement vu, enfin, même pas de ce que je me souvienne. J'ai déjà vu des copropriétés mal gérées, qui n'avaient pas de procès-verbaux. Les procès-verbaux ont disparu du jour au lendemain, personne ne sait comment. Donc ça, c'est sûr que ça fait un peu tiquer et se dire « Oula, il y a quelque chose qui cloche ». J'ai déjà vu une copropriété gérée par la propriétaire qui avait très peu d'argent et du coup qui se servait dans les comptes de copropriété. Donc ça a été très difficile, je me rappelle, dans le temps pour vendre la propriété parce que elle était propriétaire de condos, donc elle allait évidemment rester sur place et fort probablement dans le conseil, parce que c'était une petite copropriété. Ça, c'est pas mal ce que j'ai vu au niveau des copropriétés. Au niveau des documents mal remplis, je vois plus de problèmes au niveau des promesses d'achat, de clauses mal écrites, qui, des fois, un petit mot peut vraiment tout changer la transaction et ne pas protéger ton client. C'est pourquoi il est très important d'utiliser les clauses types de l'OASIC parce que c'est les clauses types écrites par des personnes spécialisées là-dedans. Donc vraiment un tout petit mot là, ça peut vraiment tout faire basculer. Personne ne peut rien dire puis arriver chez le notaire te dire « non, ici tu t'es trompé de mot, donc ça me revient à moi ». Donc ça peut causer, c'est plus là où j'ai pu voir des problèmes. Des déclarations du vendeur aussi, ce qui est un document très très important parce que ça protège le vendeur au maximum. Donc en tant que vendeur, essayez de déclarer le plus possible de choses. Vraiment, soyez transparent parce que vous ne voulez pas que la personne vous poursuive 5 ans après, 10 ans après, parce que la personne peut ne pas faire de rénovation pendant 10 ans, mais dans 10 ans, si elle ouvre un mur et que vous saviez qu'il y avait de l'eau, on ne sait jamais, là. Je veux dire, protégez-vous au maximum, remplissez votre déclaration du vendeur au maximum. Les courtiers aussi, n'hésitez pas à le dire à vos clients, de donner le plus d'informations possible. Même ça ne va pas leur porter préjudice, au contraire. Les gens vont aller visiter la propriété tout en sachant ce que la propriété a là. C'est pas grave s'il y a un problème d'électricité, c'est plate, mais au moins vous êtes transparent, vous l'avez dit. Et l'acheteur va en connaissance de cause. Donc vraiment, c'est là où j'ai vu le plus d'erreurs. Des déclarations du vendeur, c'est pas mal rempli, mais c'est pas assez rempli. Donc ne donnant pas assez d'informations. Donc du coup, quand tu arrives à l'inspection, le vendeur te dit « Ah bon, il y a tout ça ?» Bah oui, finalement, il y a tout ça. Et puis la promesse d'achat, protégez vos clients. Vraiment, faites attention. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez toujours la personne au-dessus qui est votre directeur d'agence, qui va pouvoir vous conseiller
Oui, ils sont là pour ça. Ou appeler à l'OASIC, ils font du très bon travail à l'OASIC, ils peuvent très bien vous guider. Oui, ils sont là pour soutenir les clients, le peuple, mais ils sont là aussi pour aider les courtiers. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine des fois si ton directeur d'agence n'est pas disponible, de prendre ton téléphone, d'attendre 5-10 minutes sur la ligne. Mais ça vaut la peine, je pense, d'attendre. Oui, d'aller chercher quelqu'un qui peut éclairer comment bien écrire une clause, parce que je pense qu'on est le métier qui écrivons le plus de clauses légales et qui n'avons aucun degré universitaire nécessaire de loi. Oui, on a des cours en loi, mais je veux dire, honnêtement, ce que ça couvre comparé à ce qu'on écrit comme clause, qui ont une importance, qui peuvent avoir des impacts de 70 000, 100 000, c'est énorme. Donc, je pense que c'est important les erreurs. Oui, d'être entouré des bonnes personnes. Limite sans parler de l'OASIC ou quoi, il y a des avocats en droit immobilier. Si vous en avez un sous la main, vous pouvez l'appeler, gênez-vous pas. Je pense qu'il va vous faire un plaisir de vous répondre plutôt que de devoir gérer votre dossier plus tard. Puis d'ailleurs, en parlant d'avocats, souvent je vois des clients qui ont appelé un avocat normal qui n'est pas en droit immobilier, mais ils ne connaissent pas nos formulaires, ils ne connaissent pas. Donc ça aussi, j'ai vu ou dire « Ah, je conseillais un avocat me dit ça, mais il ne connaît pas le droit immobilier. » Donc ça rentre en conflit. Fait que c'est important d'aller chercher quelqu'un qui est vraiment spécialisé en immobilier et puis qui connaît bien ça. Les clients pensent que tout est joué quand on arrive chez le notaire. Est-ce que tu vois des choses? On a parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce que tu vois qui peut arriver avant la signature de l'acte de vente en dernière minute? Le problème du certificat de localisation, c'est le problème le plus fréquent en fait. Donc c'est un document super important qui reflète la réalité actuelle de votre propriété. S'il n'y a pas de servitude, l'emplacement, est-ce qu'il est légal? Donc c'est vraiment un document qui représente votre propriété, donc super important. Et en fait, ça va toujours dépendre du notaire, parce qu'un notaire super occupé, c'est correct, ça veut dire qu'il fait du bon travail, sauf qu'il aura tendance à écrire aux parties concernées 24 à 48 heures avant le rendez-vous. Donc du coup, tu as moins de temps pour te retourner. D'autres problèmes aussi, c'est le fait qu'on passe chez le notaire, je ne sais pas moi, au mois d'avril, mais on prend possession de la maison seulement au mois de juillet. Donc, c'est correct, c'est normal, tout le monde va avoir le temps de se retourner, déménager, tout ça. Il n'y a pas de souci au niveau de la transaction en soi. Mais c'est que du coup, il peut y avoir des problèmes à la maison entre-temps. Donc ça, c'est des problèmes qu'on peut voir, qu'on peut retrouver aussi avant de passer chez le notaire. Parce que, je sais pas, moi, au déneigement, à la fonte des neiges, il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée, des petits détails comme ça, mais qui peuvent faire la différence, rendu chez le notaire quand même, parce qu'en tant qu'acheteur, tu veux savoir quand même ce que tu vas acheter. Donc c'est vraiment ce que je vois le plus d'avant chez le notaire, ce qui peut causer problème. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est pas souvent non plus. Les certificats, oui, ça arrive souvent, mais on arrive toujours à le faire passer, au pire des cas, avec une assurance titre. Ça ne fera pas tomber la transaction. C'est pas des enjeux qui vont faire tomber une transaction, mais c'est des enjeux qui font inquiéter chacune des parties quand même. Là. Et qui ont des frais. Et là, souvent, le vendeur dit, c'est pas à moi de payer ça. Malheureusement, c'est le notaire c'est son droit de regard à lui, puis on n'a pas le droit. On peut donner une opinion, mais on n'a pas le droit de décision. Donc, c'est le notaire de l'acheteur qui conseille son client, puis qui dit, ça prend ça pour faire une transaction, qu'elle soit légale et puis en toute transparence. Et puis souvent, c'est le vendeur qui va avoir des frais sur l'assurance titre. Mais ça se règle, c'est l'avantage. Oui, c'est ça, c'est pas des points qui vont faire tomber une transaction. Exact. C'est juste qu'il va y avoir des frais surprises, non prévus, mais ça ne fera pas annuler une transaction. Pour un vendeur et un acheteur, une fois que l'offre est acceptée, c'est quoi les étapes avant qu'on se rende chez le notaire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, les gens se disent, on a une offre acceptée, c'est vendu. Mais non, faux. C'est quoi les étapes? C'est quoi les conditions dans l'offre? Puis après ça, comment on réalise tout ça? Alors, pour une maison puis un condo, on va passer par l'inspection. On recommande toujours l'inspection d'ailleurs. Donc on va avoir l'inspection. Il faut fournir l'approbation hypothécaire pour tout achat avec une hypothèque parce qu'il y a quand même des achats comptants. Mais toujours là, il va falloir quand même une preuve de fonds. Donc il y a l'inspection, la preuve d'achat,
de disponibilité des fonds. La lecture des documents. Donc, quand il s'agit d'un Plex, on va vouloir voir les baux. Les baux sont obligatoires pour passer à la banque dans tous les cas. Donc, on va vouloir voir les baux, les inclusions, savoir si les locataires payent leur électricité. C'est sûr que l'acheteur va vouloir en savoir un peu plus sur ce qu'il achète, ce qui est normal. Et puis, pour les Plex, les propriétés à revenus, il y aura une petite étape de plus. En général, c'est qu'on voit juste le logement principal lors des visites. Donc, on va rajouter une condition qui est la visite des logements pour pouvoir voir tous les logements. Idéalement, on l'a fait avant l'inspection parce qu'une inspection, on sait que ça coûte certains frais. Donc, juste, les acheteurs en général veulent visiter, voir si tout est beau et puis après passer à l'inspection. Donc, c'est pas mal ça, les étapes. Puis, une fois qu'on a le financement, qu'on est content de l'inspection, de la lecture des documents, je vous dirais que là, oui, on peut se réjouir d'avoir acheté et d'avoir vendu donc une propriété. Après, c'est le notaire qui va rentrer en contact en général avec les différentes parties, donc courtier, acheteur, vendeur, pour chacun fournir les documents qu'il doit fournir au notaire. Et puis après, fixer le rendez-vous et puis tout le monde est content. Tout le monde se serre la main, on échange les clés et puis c'est le plus beau jour de leur vie. Puis souvent, les vendeurs sont exténués parce qu'ils viennent de subir un déménagement, ils sont à terre au notaire. Si tu peux donner un seul conseil aux vendeurs, aux acheteurs, pour que la transaction se passe sans souci, ça serait quoi? Je dirais qu'il n'y a aucune question mauvaise. N'hésitez pas à poser des questions. Ne restez pas avec vos questions, vous-même dans votre coin, à vous ronger l'esprit, alors que on est là tout le temps. Je veux dire, un courtier, c'est là, je dirais pas 24 heures sur 24 parce qu'on va me prendre au sérieux, mais on répond souvent. Si on ne répond pas au téléphone, envoyez-nous un petit texto, on va vous rappeler ou vous répondre dès qu'on aura un moment, mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez une crainte, quand vous avez une question, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, s'il y a quelque chose que vous avez passé la nuit dessus et puis bon, vous n'êtes pas sûr, vous avez un petit regret ou quoi. Vraiment, c'est le conseil que je donne. Contactez-nous, n'hésitez pas. C'est vraiment important que vous vous sentiez soutenu par votre courtier. Comme on peut retourner au début, quand on disait de choisir son courtier, c'est là que c'est important. C'est que votre courtier, je dirais pas que c'est un peu comme votre psychologue, mais oui, parce que on est là pour vous soutenir. On sait que c'est quand même une grosse étape dans la vie. Donc vraiment, vous pouvez toujours compter sur nous. Puis je vous suggère fortement de toujours nous contacter en cas de besoin. Là. D'ailleurs, si je vais dans la même lignée que toi, c'est qu'il faut qu'ils nous appellent avant même qu'ils commencent dans leur cerveau à se faire des scénarios. Parce que souvent, le vendeur ou l'acheteur peut comme « Ah, il y a ça qui se passe, c'est la catastrophe. » Puis nous, s'ils nous parlent tout de suite, on va leur expliquer que c'est normal, c'est tout ce qu'il y en est. Puis on peut les rassurer au lieu qu'ils partent dans leur tête. Puis là, ils nous appellent 2-3 jours plus tard. Puis là, ils sont rendus en colère, puis ils sont tout perdus dans leurs émotions. Et puis, ça fait en sorte qu'ils ont perdu le fil de où est-ce que ça s'en va. Puis le contrôle de dire, non, c'est normal que suite à l'inspection, genre, on puisse demander à un spécialiste en électricité, un vrai électricien plombier pour venir voir, valider des choses. Donc, pas paniquer avec ça. Fait que c'est toutes des choses, des fois, ils restent eux-mêmes entre eux, puis ils nous parlent pas sur le coup. Et ça, je dirais que ça peut déraper. Puis c'est de faire confiance aux courtiers quand on leur dit « Oui, c'est correct, c'est normal, telle étape, c'est normal ça. » On est là pour les rassurer. Mais tu as raison de toujours qu'ils nous appellent rapidement. Puis on retourne les appels rapidement si on n'est pas capable de répondre normalement. Mais ça, on parle toujours de bons courtiers, hein, parce que, Maëwan, tu sais, il y en a beaucoup qui ne retournent aucun appel. On le sait. On a des clients acheteurs, pas nos acheteurs, qui travaillent avec un courtier, ils nous appellent et ils disent on n'a aucune nouvelle de notre agent, notre courtier, il ne nous répond pas, tout ça. Fait qu'on est. Des fois, ça arrive. Sachez, je dis ça aux courtiers, sachez qu'un acheteur, ça se retourne très vite. S'il t'appelle aujourd'hui pour visiter une propriété que tu lui réponds pas, il va aller voir quelqu'un d'autre, garanti. Ils veulent pas attendre et ils ne peuvent pas attendre non plus dans le marché actuel. Non. Donc, je donne un conseil à tout le monde, courtier, vendeur, acheteur.
Tu as travaillé pendant justement 10 ans avec différents courtiers. Selon toi, qu'est-ce qui se distingue d'un bon courtier? Je pense qu'on en parle déjà. D'un moins bon au point de vue de quand tu étais adjointe, comment tu as vu ça? Là, tes courtiers, c'est encore mieux. Ta vision d'un bon courtier, parce que ce qu'on a vu, justement, des courtiers qui ne retournent pas les appels, qu'est-ce que tu as vu là, qui était comme... C'est même pas juste au niveau des clients. C'est important que le courtier soit bon avec son adjointe aussi, parce que tu veux la garder. Je veux dire, c'est elle qui gère tout en arrière, et le courtier ne le voit pas forcément, parce qu'il est sur la route, puis des fois, il va dire « Allô, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en train de gérer ça. » Ah bon? Oui. Donc c'est important que un bon courtier retourne ses appels, fasse ses suivis correctement avec ses clients, ne laisse pas son adjointe gérer des choses qu'elle ne doit pas gérer. C'est très très important parce que s'il y a une faute qui revient, l'adjointe, elle n'a pas de licence, elle n'a rien. Donc le courtier se met en porte-à-faux lui-même. Exact. Fait que c'est vraiment d'être bon avec les courtiers, d'être à l'écoute des personnes, autant des clients que de son adjointe ou son adjoint, ou de son équipe à l'interne aussi, ou même de ses autres courtiers, si tu es en équipe ou tu as ta propre agence. Donc c'est vraiment comme ça que je dirais au niveau des courtiers, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens, faire des bons suivis et traiter ses employés correctement. C'est important. C'est vraiment important de traiter ses employés correctement. Pour l'avoir vécu, pour une expérience personnelle, c'est très important. Pas avec moi. Non, pas avec toi. Sinon, je ne serais pas assise ici. Mais pour l'avoir vécu, c'est vraiment très important de prendre soin de vos adjointes ou vos adjoints. Pour les vendeurs, les acheteurs qui écoutent, comment tu leur dirais, comment ils peuvent vraiment choisir le bon courtier pour eux, qui est bien organisé? Comment ils vont faire pour le savoir selon toi? Tu le sais, tu le sens. Puis tu vas choisir ton courtier. C'est sûr que si tu habites à Rimouski, tu vas pas aller chercher un courtier de Montréal qui va pas s'y connaître. Donc tu vas choisir. Je pense que le vendeur, avant d'appeler un courtier pour dire je suis prêt à vendre ma propriété avec toi, il va faire ses recherches. Donc le courtier derrière doit être bon puis doit s'afficher correctement. Surtout en tant que courtier, ne jamais vous retrouver dans un scandale sur TVA Nouvelles, c'est très important. Donc, quand ils sont rendus là, ils ont perdu leur licence. Il est trop tard. C'est le dégât qu'ils ont fait avant. Exact. Donc, juste s'assurer que le courtier dit la bonne chose. Comme tu disais tantôt, un peu de... Quelqu'un va vendre des services que finalement, il ne fait pas juste pour être sûr d'avoir le contrat. Donc, il n'y a pas le feu aux poudres. Je veux dire, vous rencontrez le courtier aujourd'hui, c'est pas grave si vous le rappelez 3 jours plus tard. C'est important de prendre mûrement votre décision, d'avoir une confiance. Le sentiment de confiance, il s'installe, tu le sens. C'est vraiment, je pense, je ne sais pas comment le dire, mais j'aime pas le dire qu'on est des vendeurs. Parce qu'on ne vend pas une voiture, mais on se vend nous-mêmes. Donc, je pense que ça ne faut pas trop se mettre en avant non plus. Parce que je pense que le client va se dire, bon, pourquoi elle se vend tant que ça? Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher derrière? Puis tu vas le savoir, la personne organisée va arriver avec un dossier propre, monté, puis va pas avoir besoin de le montrer tout de suite. Hey, regarde ce que je fais. C'est comme, non, on va discuter. Puis, ah oui, au fait, d'ailleurs, en parlant de ça, ben, je vous ai apporté quelque chose pour en parler. Puis, c'est important de parler de son équipe derrière aussi. Parce que ça va rassurer la personne que, ok, bon, même s'il est sur la route ou même s'il est en rendez-vous, je vais pouvoir avoir un soutien quand même, pouvoir appeler. Elle n'engage pas n'importe qui pour son marketing. Tout est fait à l'interne, tout est bien géré, tout est bien encadré. Donc je pense que c'est important de vraiment parler de son environnement de travail, de son marketing, de tout, de se vendre sans en faire trop. C'est important. Mais justement, j'aime moins le typique vendeur qui est comme un bon vendeur, qu'on dit « Ah, ça, c'est un bon vendeur. » C'est comme, il va bien vendre ma maison, mais c'est parce qu'il s'est bien vendu lui, mais ça ne veut pas dire qu'il va bien vendre la propriété, puis qu'il va être bon sur les suivis, qu'il va être bon sur les bons comparables. Je trouve que c'est important de bien évaluer la propriété avec des bons comparables, faire une évaluation professionnelle comme un évaluateur agréé, d'arriver avec quelque chose, comme tu dis, du bon matériel pour concret, d'être humain, d'être à l'écoute des besoins du client, mais pas juste vendre « engage-moi ». Donc, c'est comme... Ça, je trouve que c'est le vendeur typique que finalement, il t'a livré un paquet de
de belles promesses, mais que finalement, vérifier en arrière, voir si sont réalistes, puis d'avoir des témoignages d'anciens clients, je trouve aussi ça peut être important à vérifier, parce que toute la transaction va reposer sur ça, sur la relation après avec l'agent, le courtier immobilier, voir comment s'il était à la hauteur de ce qu'il a dit qu'il ferait comme service. C'est vraiment important d'être à l'écoute du client, parce que il faut connaître la situation de chaque client. Il y a des situations, je ne pense pas que tous les courtiers seraient à l'aise de s'embarquer dedans. Vendre une propriété, c'est qu'il y a quelque chose derrière la vente de la propriété. Est-ce que c'était un projet avec ton mari, tu t'es divorcé? Est-ce que c'est parce que tu n'as plus d'argent? Est-ce que tu es rendu à un certain âge, l'entretien, c'est plus pour toi? Est-ce que tu veux louer? Donc c'est vraiment important que le courtier soit à l'écoute du client et qu'il ne soit pas là juste pour se vendre. C'est vraiment, tu rencontres le client, c'est comme si tu allais boire un café avec une amie qui a besoin de se confier à toi. C'est exactement ça en fait. Parce que chaque vente de propriété, c'est pour une raison. C'est pas juste pour vendre comme ça. Est-ce que tu veux retourner dans ton pays? Est-ce que tu as l'intention d'agrandir ta famille? Se sentir à l'écoute, je pense qu'en tant que vendeur, c'est rassurant. Oui. Très rassurant. Tu as raison. Tout à fait raison. Maïwenn, qu'est-ce qui te passionne dans l'immobilier? Qu'est-ce qui fait que tu adores ton métier? Parce que je te connais, je sais que t'en manges, t'en rêves, on l'a dit tantôt. J'aime tellement ça que des fois, j'ai peur d'ennuyer mon entourage, qui lui n'est pas du tout dans l'immobilier. Bon, oui, j'ai certaines personnes dans l'immobilier, mais je peux donner un exemple. Par exemple, ma meilleure amie, son mari est courtier hypothécaire. Oui, c'est ça. Donc des fois, quand je suis chez eux, toute seule avec eux deux, je parle, il est là, je suis comme, en fait, les taux et tout ça. Puis il me dit des trucs, des nouveaux programmes qui sortent. Et ma meilleure amie, elle est là, puis elle me dit, alors là, je crois que je vais partir, je vais vous laisser parce que je comprends rien de ce que vous me dites. Donc je trouve ça très drôle. Mais je saurais même pas quoi dire pour ce qui me passionne. C'est juste quelque chose que j'adore. J'ai toujours travaillé depuis l'adolescence, depuis l'âge qu'on a le droit de travailler, j'ai toujours travaillé en service clientèle. Donc, toujours avoir le contact humain, j'aime ça. J'aime vraiment ça, le contact humain, dans la limite du raisonnable. Des fois, il y a des personnes qui te rendent mal à l'aise un peu, mais j'aime ça. C'est ce que j'aime. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup, j'aime le fait, comme je disais tout à l'heure, du in and out du bureau. C'est un peu plus flexible aussi, je veux dire, si tu as pour le train de vie personnel, si tu as des commissions à faire, des rendez-vous à prendre. Tu sais, je donne un exemple bête pour une fille, mais tu vas aller chez la coiffeuse, tout le monde prend les rendez-vous du week-end. Donc, quand tu fais du 9 à 5, c'est rare qu'elle travaille aussi tard, et le rendez-vous du week-end, c'est dans 6 mois. Donc, en tant que courtier, tu peux te dire, bon, entre deux rendez-vous, je peux aller et puis avoir plus de temps pour moi. Donc, c'est sûr qu'on dédie beaucoup de temps à nos clients, à nos suivis, parce que si on n'en fait pas, notre portefeuille ne grandit pas non plus. Mais je pense que ce que j'aime, c'est ça, c'est d'avoir mon propre emploi du temps, de gérer mon temps, de ne pas avoir de stress, de me dire, ok, aujourd'hui j'ai ça à faire, j'ai jusqu'à 5 heures pour le faire. C'est sûr qu'on peut toujours faire de l'overtime, mais je veux dire de ne pas avoir une journée structurée et de me dire, ok, par où je commence? C'est plus comme, c'est sûr que c'est de la structure quand même, parce qu'il faut que tu sois organisé, que ton agenda soit bien organisé, que tu aies du temps pour tout le monde. Mais c'est ce que j'aime le plus, le contact humain, faire mon propre horaire, la diversité tous les jours. Chaque jour est différent. Tu peux pas te dire, ah demain je vais faire ça, parce que, non, en fait, telle transaction va passer comme ci, telle transaction va passer comme ça. Donc, tout est différent chaque jour, et c'est ce que j'aime. Pour devenir courtier, ce que je pourrais te recommander à quelqu'un qui souhaite devenir courtier, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps, assez jeune d'ailleurs, mais qui voulait devenir courtier, puis il était comme ça, je suis peut-être trop jeune et tout ça. J'ai dit, non. Mais j'ai dit, l'école c'est important, certes, parce que on en apprend un peu plus au niveau... Moi, de ce que j'ai retenu de l'école, c'est les lois, un peu, savoir jusqu'à où tu peux aller en tant que courtier et à quel moment il faut que tu fasses appel à de l'aide. Mais sinon, il y a des cours qui ne servent pas à grand-chose. Enfin, je pense. Moi, en tant que courtier, savoir calculer l'hypothèque, je veux dire, les courtiers hypothécaires le font. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, ce que je conseille fortement, c'est d'être dans le métier un peu avant de devenir courtier, parce que l'école et le terrain,
c'est complètement différent. Si je peux me permettre, je vais parler d'une expérience qu'on a eue à l'interne chez Christine Gauthier Immobilier. On a eu une adjointe qui était super gentille, puis elle voulait être courtier. Donc elle a fait son cours, et puis après ça, elle a commencé à être courtier. Et tout d'un coup, en voyant que c'était ni ce qu'elle avait appris, ni ce à quoi elle s'attendait, elle a tout lâché parce que elle a complètement changé d'idée. Mais le truc, c'est que ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle était adjointe. En fait, elle a pris adjointe en même temps d'aller à l'école. Donc, ça a été un 4-6 mois seulement. Donc, elle n'a pas eu le temps de vraiment apprendre à savoir si elle allait vraiment aimer ça. Je pense qu'être adjointe, ça te montre vraiment si t'aimes ça. Parce qu'il faut beaucoup de patience. Il faut des épaules aussi pour encaisser les émotions de tout le monde. Parce que en tant qu'adjointe, le courtier, il peut rentrer d'une très mauvaise journée et puis malheureusement, c'est sur toi que ça passe parce que tu es la personne contact du bureau. Le client, il a passé une mauvaise journée, je te garantis que c'est toi qui y passe en premier. Donc, je pense que c'est important d'être adjointe avant. Vraiment, je le conseille fortement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, pour l'avoir vécu, c'est ce que je conseille de devenir adjointe ou adjoint. Pour devenir courtier, ça te donne une bonne idée de ce à quoi t'attendre pour ta carrière. Puis il faut pas oublier que c'est pas un emploi, c'est un mode de vie, devenir courtier. C'est pas un emploi, parce que toute ta vie, elle change. Tout ton train de vie change. Vraiment, tout change. Moi, c'est ce que j'aime, mais faut y penser. Mais je pense que pour devenir un bon courtier, avec une bonne expérience, puis avoir un vécu pour apporter à des vendeurs ou des acheteurs, je pense qu'il faut avoir un peu de terrain dans le corps. Donc, de passer par être adjoint, je trouve que ça permet assez longtemps, comme tu disais, justement trop court se passer, mais un bon 2-3 ans, permet à la personne de voir si elle aime vraiment le métier, puis d'apprendre à le connaître sur le terrain, les règles, les lois, de tout voir passer, la documentation, c'est quoi ça implique. Parce que comme tu dis, il faut être très solide parce que mettons une transaction d'1 million de dollars, on la supporte sur nos épaules. Et puis s'il y a une erreur, c'est nous qui sommes toujours les responsables. Donc, c'est pour ça que ça ne prend pas d'erreur. Et on le supporte et les gens s'attendent à ce que ça soit parfait du début à la fin, ce qui est normal. Mais c'est pour ça que c'est un gros poids à supporter. Puis je pense que l'expérience de vie, les gens qui deviennent courtiers directs, je le vois, mais qui font plein d'erreurs. Puis nous, on transige. Comme vendeur, je vois plein d'agents, de courtiers qui sont nouveaux, mais toutes leurs promesses d'achat, c'est bourré d'erreurs. Il faut les reprendre, il faut leur faire des modifications, puis ils sont tous offusqués. Mais c'est parce que je vais te montrer au moins comment bien écrire ta clause, je vais te montrer. Fait que c'est important de... C'est pas méchant de faire ça, c'est juste comme... Éduquer. Oui, c'est ça. Fait que je pense que le métier d'adjoint en courtage est très important, mais ça prend la coin dure, ça prend d'être solide, de savoir où savoir une bonne confiance en soi, pour savoir quand on dit les choses, quand on fait les choses, parce que c'est un métier difficile, l'immobilier. Tout le monde pense que c'est facile, ça a l'air glamour, hein, de vendre des maisons, tout le monde pense que, on fait plein d'argent, puis que c'est glamour, mais en réalité, c'est une énorme responsabilité. Et en bout de ligne aussi, avec la quantité d'argent qu'on doit dépenser en marketing et tout, finalement, à la fin du compte, il en reste moins que qu'est-ce que les gens pensent, parce qu'eux, ils voient juste ce qu'ils nous donnent sur le coup. Mais une bonne partie part à l'impôt en partant. Puis après ça, il faut tout soustraire nos dépenses. Puis là, on fait comme, finalement, à la fin, tu fais comme, oh, OK, ça avait l'air gros, puis finalement, il en reste pas mal moins. Mais ça, je pense que c'est juste normal, c'est comme tous les métiers, mais il ne faut pas penser qu'on vit sur l'or. Définitivement pas. Puis c'est important en tant que courtier de choisir une bonne agence. Parce que les personnes qui sont au-dessus de toi pour t'aiguiller, si elles sont pas bonnes... Exact. Ça aussi, j'ai vu bien des directeurs, directrices d'agences qui sont très mauvaises. Pour ça, tantôt, je faisais référence à l'OASIC parce que certains directeurs d'agences, directrices sont vraiment pas bons dans les réponses. Ils savent pas bien répondre, connaissent pas bien la loi. Fait que je trouve que c'est délicat. C'est pas parce qu'on est directeur qu'on connaît bien les lois ou courtier. Donc, pour tout le monde, une référence qui est importante, c'est l'OASIC. Autant pour les clients vendeurs, acheteurs,
d'aller poser la question, voir est-ce que c'est correct, Simon. Parce que ça existe pour le public, c'est là pour vous de dire, ben mon courtier m'a dit telle affaire ou ça, je peux-tu aller vérifier en quelque part si c'est vrai ou pas? Ben la réponse ultime, c'est l'OASIC, parce que les autres sont neutres, sont là pour vous répondre, puis il y a une réponse, il n'y en a pas 12. Donc, ça, je trouve que c'est important. Fait que, écoute, Maïwan, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu, de nous expliquer tout ce qu'il y a derrière un bon courtier. Il y a une bonne adjointe et puis je suis très contente que tu aies pris le courage de devenir courtier immobilier parce que depuis le début, depuis que je te connais, je savais que tu serais une bonne courtier et tu as fait déjà tes preuves, tu es excellente et tu as une très bonne écoute envers tes clients. Et tantôt, la qualité numéro 1, je pense que tu as, c'est vraiment d'être capable de régler les problèmes. Parce que être courtier, je considère qu'il y a une situation, il y a un problème à régler. OK, on a reçu tel bail, mais oups, le prix affiché, c'est un autre prix. Ah, OK, on a si. Tu fais de la solution de problème à tous les jours et tu es tellement bonne parce que ça fait déjà plus que 10 ans que tu en fais. Et ça fait en sorte que tu t'en rends même pas compte, mais que c'est une de tes très grandes qualités, à part d'écouter et d'être disponible et de répondre aux questions. Pas avoir peur quand un client t'appelle, dire « Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe dans mon texte? J'aimerais ça que soit dit ça. » Ben oui, parfait, on va tout arranger. Donc, tu as une belle écoute, une belle... C'est important d'être calme parce que sinon, on alimente le feu. Donc, c'est important d'être calme, oui, de savoir gérer les problèmes sans être stressé parce que dans n'importe quelle situation, on partage nos émotions avec les gens. Donc, c'est important d'être capable de rester neutre et puis d'y aller. Il y a des solutions à tout. Toujours, toujours. Et si on a le bon client, la transaction va se faire. Il y a des solutions à tout. Et merci. Bonne continuation dans ta carrière. Merci, Christine. On est très content que tu sois à l'agence avec nous. C'est un beau partage. Et merci, Maïwan.